Bonjour, bienvenue dans Dimanche en Politique, votre magazine de débat régional. À mes côtés, comme chaque semaine, Laurent Dubois. Bonjour à vous, Laurent. Bonjour, Patrick. Alors, pour certains, notre avenir passe forcément par elle. Pour d'autres, elle est la cause de tous nos malheurs. L'Europe est plus que jamais au centre de toutes les discussions. Mais ici, en région, à quoi ressemble-t-elle, cette Europe ? On en discute aujourd'hui avec nos invités. Guillaume Cros, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président du Conseil régional en charge des affaires européennes et vous êtes élu Europe Écologie Les Verts. Face à vous, Quentin Lamotte, bonjour. Bonjour. Conseiller régional Front National, vous êtes également membre de la Commission Europe au Conseil régional. Également avec nous, Jennifer Courtois-Périssé, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes élu régional également et membre du bureau exécutif de la République En Marche. Enfin, autre élu du Conseil régional pour Ensemble, la France Insoumise, Myriam Martin. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, avant de vous entendre, mesdames, messieurs, on va écouter la voix des citoyens, comme le veut la tradition ici. Vous êtes allés les interroger, Laurent, sur leur perception de l'Europe. Image signée Laurence Beaufet. Ici, à Castres, au bord de la Goutte, nous sommes à plus de 1000 km de Bruxelles. Alors, est-ce que l'Europe est une réalité tangible, sensible, concrète pour les habitants de Castres? Réponse. Est-ce que pour vous, c'est positif de voir construire l'Europe? Oui, parce que ça permet la facilité des échanges, des flux, des marchandises, des personnes, de la main-d'œuvre, etc. C'est mon cours d'éco. C'est là où je vis. C'est là où je vis, j'ai rien connu d'autre. Il y a eu d'abord l'arrivée de l'euro et ça a changé beaucoup de choses. Beaucoup de choses dans la vie quotidienne des gens. D'accord pour l'Union européenne, d'accord pour l'euro, mais restons quand même forts et puissants, des Français forts et puissants. Tout ce qui se passe à l'Europe, on n'est pas toujours informé de ce qui se passe et on ne comprend pas toujours ce qui se passe. Il faut que les citoyens, que les Européens deviennent véritablement des citoyens européens, qu'ils puissent intégrer un vrai projet. Il n'y a pas actuellement de projet lisible de l'Europe. Et dans la droite ligne de ces avis citoyens, un échange d'internautes, qu'on a reçu. Pourquoi on nous a obligés à y entrer, demande Gérard. Et clair de lui répondre, l'idée européenne est issue de 2 guerres mondiales pour que ça n'arrive plus jamais. Ce qui a brouillé le message, c'est que les marchands ont pris le dessus. Alors c'est assez symptomatique de l'Europe bashing que nous traversons actuellement. Alors un Europe bashing qu'on peut attribuer à quoi, selon vous, Jennifer Courtois-Périssé ? D'abord, je pense à une méconnaissance de l'Europe. Je pense qu'aujourd'hui, l'institution est assez complexe. Il y a aussi des jeux politiques qui utilisent cet argument de façon populiste aussi. Mais méconnaissance, c'est-à-dire que c'est les citoyens qui ne s'informent pas, ou alors c'est l'Europe qui n'est pas claire? Non, je pense que c'est les deux, c'est-à-dire que ça a été fait par une petite partie de l'élite aussi, qui n'a pas forcément assez associé les citoyens à l'Europe. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est la démarche du mouvement En Marche qui va mettre en place une grande marche européenne le 24 mars pendant 6 semaines, où les marcheurs vont aller à la rencontre des citoyens en porte-à-porte pour leur demander qu'est-ce qu'ils pensent de l'Europe, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et je pense qu'on a Myriam Martin, en tout cas, ça vous fait vous sourire. Myriam Martin, pourquoi vous souriez? Vous y croyez pas ou pour vous, le message, au contraire, il est clair, mais il faut qu'il change? Au bashing Europe non plus, j'y crois pas. Les critiques qui sont portées d'ailleurs, un de vous, des personnes qui est interrogée le dit, il y a un problème effectivement de transparence, de démocratie. Le problème n'est pas l'idée européenne qui effectivement naît des 2 conflits mondiaux. Le problème aujourd'hui, c'est ce qu'est devenu l'Europe, un immense marché, avec une Europe qui s'adresse effectivement et qui a été constituée par et pour une élite et des millions de gens qui sont complètement exclus. Et c'est pas parce qu'ils s'informent pas. Alors on verra bien avec la marche de la République En Marche si les gens vont être informés. Visiblement, ils vont l'être. Mais pour autant, je crois que les critiques, elles seront toujours justifiées tant qu'on n'a pas une Europe sociale, une Europe progressiste, une Europe humaine, une Europe de la coopération et pas de la compétition de tous contre tous. Ça, c'est le vrai problème. Et c'est les vraies critiques qui sont légitimes portées sur l'Europe. C'est pas une Europe bashing. Vous le portez, vous, ce message européen au Conseil régional. Votre analyse sur ce qui vient de se dire, Guillaume Cros, les gens pas informés,
informés ou les gens, au contraire, ont perçu un message qui leur convient pas forcément? Entre nous, les gens qui ont parlé, les castrés qui se sont exprimés, c'est pas si négatif que ça. Hein. Ah non, c'est une des c'est- surprises du micro-trottoir. Voilà, hein, Pas si négatif. Et donc finalement, effectivement, cette Europe, elle a un écho quand même auprès des citoyens. Alors, c'est vrai que c'est pas une Europe qui est parfaite, mais je crois qu'on renvoie aussi souvent. On a aussi une responsabilité, nous, en tant que responsables politiques, et peut-être au niveau national, peut-être plus, parce on renvoie souvent la responsabilité de tous nos mots sur l'Europe. Oui, c'est pas nous, c'est l'Europe. Et quand c'est positif, c'est nous. Et là, je crois qu'il y a un vrai, il y a un vrai enjeu. Alors effectivement, il y a des choses à améliorer. C'est pas un modèle démocratique. Il y a des choses à faire avancer. Mais je crois qu'il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Quentin Lamotte. En fait, moi, je pense on voit qu'il y a une confusion entre Europe et Union européenne. Moi, je pense qu'il y a effectivement un réel décalage entre la mondialisation heureuse qui a été vendue effectivement par nos élites politiques et médiatiques et la réalité qui est vécue par... on n'a rien dit. Hein. Non, mais de manière générale, les médias sont pro-Union européenne. Et du coup, la réalité qui est vécue par les Français sur le terrain, c'est-à-dire la désindustrialisation, l'immigration massive, la destruction du tissu social. Et la conséquence de ça, c'est que l'on voit, quelqu'un qui a parlé de ça dans le reportage qu'on a entendu. Une poussée des partis eurosceptiques de nos alliés au Parlement européen qui ont remporté les élections en Autriche, où aujourd'hui ils sont gouvernement dans le cadre d'une coalition, qui vont certainement gouverner demain en Italie avec la Lega de M. Salvini. Et nous, au niveau du Front National, nous travaillons pour être de nouveau le premier parti européen, puisque aux dernières élections, nous étions en tête. Vous êtes pour une Europe des nations. Exactement. Nous voulons, en fait, nous sommes pour l'Europe, nous sommes pour une union. Nous allons un projet qui s'appelle l'Union des Nations européennes. C'est une coopération. C'est une coopération des nations libres et souveraines entre elles. Non, mais d'abord, on n'a pas entendu parler des migrants, parce que quand on critique l'Europe, et y compris quand je parlais d'Europe humaine, elle est en dessous de tout sur l'accueil des migrants. Et on n'est pas contre l'Europe, je tiens à le préciser, ça n'a pas de sens de dire qu'on est contre l'Europe pour l'Europe. Aujourd'hui, on est contre une formation économique qui n'est que tournée sur le marché. Sur le marché, écoutez, moi, une Europe de gauche, c'est une Europe sociale, c'est une Europe humaine, c'est une Europe avec des droits. C'est une Europe aussi qui harmonise par le haut les droits sociaux et les droits humains. Je pense aux droits pour les femmes, par exemple, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Regardez ce qui se passe en Pologne. Même s'il y a des critiques, effectivement, des autres pays européens, aujourd'hui, on est dans une Union européenne qui a des pays qui ont des politiques qui sont extrêmement dangereuses. Et ça permet la montée, justement, de l'extrême droite. Oui, et en France, et en Italie, et en Autriche. Et c'est ça le véritable danger aussi de l'Europe. Oui, non, mais je pense que voilà, il faut arrêter d'accabler l'Europe. Enfin, aujourd'hui, j'entends ces discours un peu populistes qui, en fait, rejettent la il faut accabler les gouvernements qui font aussi la politique de l'Europe. Je pense qu'aujourd'hui, c'est trop facile de jeter la faute sur l'Europe. C'est un bon alibi pour les politiques nationales qui sont en échec. Aujourd'hui, je pense qu'on a besoin de l'Europe. Tous les sujets que vous évoquez là, ça ne peut se résoudre qu'à niveau européen. Mais ça fait 30 ans qu'on a besoin de cette Europe-là pour répondre aux questions d'immigration, pour qu'elle soit plus solidaire, plus humaine en effet, mais ça ne peut se faire qu'avec la solidarité européenne. Alors on va parler, vous parliez de mondialisme heureux, on va parler de l'économie, de l'Europe dans l'économie, avec justement un commentaire encore d'internaute. L'Europe du plein emploi qu'on nous a promis il y a 25 ans fait office d'arlésienne. Concrètement, aujourd'hui, ici dans notre région où nous avons un étendard européen économique, Airbus, l'Europe, c'est bon ou c'est mauvais pour nous, Guillaume? L'Europe, c'est bon, mais pour notre économie, j'entends. Mais y compris pour notre économie. Vous savez très bien qu'il y a la plus grande partie du budget européen, c'est les politiques de cohésion et c'est la PAC. C'est 70% du budget européen. On avait besoin de l'Union européenne pour ça. Il y a des zones économiques intégrées qui ne passent pas par une union monétaire. Bien sûr, sur les politiques de cohésion, c'est celles justement qui préservent les équilibres de territoire. C'est celles qui vont permettre à des entreprises de s'installer. C'est celles qui vont permettre d'innover. Ces politiques-là sont bien évidemment bonnes pour l'économie et bonnes pour l'Europe en général. Mais non, c'est pas contradictoire. C'est contradictoire avec l'Europe de la compétition. Aujourd'hui, mais justement, il faut qu'on se batte. Il faut qu'on se batte, Myriam, il faut qu'on se batte, y compris qu'on se batte ensemble là-dessus pour aller vers une Europe, effectivement, qui soit moins cette Europe des échanges. L'Europe a été très positive sur les questions environnementales, par exemple. Les traités européens sont pour le libre-échange. C'est dans la nature de l'Europe. On doit les modifier, on doit pouvoir les modifier. On doit pouvoir les modifier et s'y opposer quand ils sont effectivement néfastes et aux économies et aux peuples. Et pas seulement au niveau européen. C'est pas l'Europe qui pose problème, effectivement, ce sont les traités. Pas seulement, parce qu'il faut aussi qu'on s'attaque très clairement au commerce international, à l'OMC.
impulser. Là, il y a de vrais leviers qui nous permettent, si on peut, sur les questions agricoles, options que peuvent éventuellement prendre le gouvernement ou pas, Jennifer Courtois-Périssé? Aujourd'hui, je pense que très clairement, il faut exclure le côté du repli sur soi, parce que ça mettrait en danger, au-delà des grands groupes que vous citez comme Airbus, mais aussi les petites PME. On a besoin aujourd'hui d'une Europe qui est juste, d'une Europe qui protège, mais aussi d'une Europe ambitieuse. C'est quoi une Europe juste au niveau des politiques sociales? Une harmonisation des politiques sociales. Exactement, on parle du dumping aujourd'hui social, salarial, mais aussi fiscal. Je pense que là, il faut aller tendre vers une harmonisation entre les pays européens qui va se faire progressivement. Mais après, il faut aller aussi vers une ambition, je pense, pour l'Europe au niveau économique. On a eu une économie de rattrapage post-Seconde Guerre mondiale. Allons vers une économie d'innovation. Et ça ne pourra se faire que grâce à la coopération de différentes recherches au niveau des pays. Et on a besoin de cette Europe-là, justement. L'Europe, elle sera utile à notre développement économique. Mais le marché, il est ouvert aujourd'hui quand à la mode, si entre guillemets on revient au concept de nation, ces marchés-là on les perd. Non, moi je pense qu'aujourd'hui le sens de l'histoire c'est le protectionnisme. Il faut avoir du protectionnisme, c'est la norme dans tous les pays du monde. Ce que fait Donald Trump sur l'acier, il faudrait appliquer à d'autres produits en France. Pourquoi pas dans tous les pays du monde, on pratique le protectionnisme, sauf dans les pays de l'Union européenne. Nous, on signe des traités de libre-échange avec tout le monde. On a des délocalisations énormes. Et aujourd'hui, on a effectivement sur le marché européen, il y a 30% des vêtements vendus en France qui sont chinois, 50% de l'acier mondial qui est chinois, 80% des panneaux solaires qui achètent. 80% des panneaux solaires. Parce qu'ils sont moins chers et plus accessibles, ces produits. Mais il faudrait qu'on puisse recréer de l'industrie et recréer de l'emploi en Europe. Mais pour ça, il faut arrêter d'être ouvert aux 4 vents, tout simplement. Alors, on l'a bien vu, il y a un double aspect européen. Il y a cette Europe qui encourage, qui aide, et puis il y a cette Europe qui aussi pose des normes, impose des règlements. On va voir justement 2 exemples de cette Europe à double visage à travers ce dossier signé Bruno Frediani et Manon Bazergue. Pour eux, l'Europe, c'est une question de conviction et d'intérêt. L'association Occitanie-Europe présente son rapport annuel d'activité. Apporter nos messages auprès des institutions européennes avec beaucoup plus de Leur poids. but, plaider les dossiers régionaux auprès de la Commission de Bruxelles, un lobbying à plein temps pour ses rapporteurs. Le lobbying, c'est avant tout la capacité de développer une expertise technique. Ne pas tomber dans les travers d'une vision souvent galvaudée du lobbying, qui est une vision où on s'imagine que parce qu'on va inviter à dîner tel ou tel fonctionnaire, il va mettre le dossier sur le haut de la pile. C'est pas ça. Et sans passer à table, des fonds sont débloqués pour certains projets comme ici, cette reforestation en cours dans le parc régional du Haut-Languedoc, des résineux résistants à la sécheresse. Au total, dans son programme 2014-2020, l'Europe consacre 26,7 milliards d'euros aux régions françaises, dont 3 milliards pour la seule région Occitanie, l'une des premières bénéficiaires. Un argument de poids selon ces europhiles pour lutter contre la montée des populismes en Europe. Dans le quotidien, mais ça peut être le financement d'infrastructures, de transport, mais aussi de bâtiments publics, de travaux de réhabilitation énergétique, des choses qui vont vraiment les toucher dans leur quotidien, et pas uniquement de la réglementation. Des réglementations, des normes imposées par Bruxelles qui s'accumulent, la bête noire des agriculteurs. Régulièrement, ils fustigent une Europe à plusieurs vitesses par des actions à la frontière espagnole. Des produits importés, moins chers, en concurrence directe sur les marchés. Pourtant, l'agriculture est le premier bénéficiaire du programme européen, 2/3 de l'enveloppe régionale, soit 1,9 milliard d'euros. On veut une Europe qui soit harmonisée, une Europe qui ait les mêmes règles du jeu, tous. Les mêmes règles du jeu, parce qu'il ne faut pas croire, il n'y a pas que l'agriculture, vous prenez le transport, c'est le même problème. Maintenant, on commence à avoir des artisans qui arrivent de Pologne, de Roumanie. Et s'ils ne le comprennent pas, les anti-européens vont continuer à monter. Parce que nous, on est convaincus que l'Europe, c'est bon, mais si ça continue comme ça, on va être convaincus que ce n'est pas bon du tout pour nous. Aux électeurs de trancher, en mai 2019, les élections européennes pour une Europe sans doute réduite à 27. Car un mois avant le scrutin, le Brexit, le processus de sortie du Royaume-Uni, sera arrivé à son terme.
Alors économie toujours, mais aussi politique publique, ouvrons un dossier chaud qu'impose ou qu'a mis sur la table l'Europe, en l'occurrence l'ouverture à la concurrence. Alors on a parlé du rail cette semaine, on a parlé aussi des barrages hydroélectriques. D'ailleurs la présidente socialiste du conseil régional s'oppose à cette ouverture à la concurrence sur les barrages hydroélectriques. Alors cette ouverture à la concurrence, mesdames, messieurs, une chance ou au contraire une faute de l'Europe? C'est une faute et c'est extrêmement grave parce que ce soit pour les barrages ou que ce soit pour le rail, c'est effectivement la mort et la fin des services publics, c'est-à-dire pour l'ensemble des populations, avec les conséquences qu'on connaît. Je vais prendre l'exemple des barrages. Il y a énormément de barrages dans ce pays. Ils produisent de l'électricité, mais c'est aussi une gestion donc, de l'électricité, donc des énergies renouvelables de demain, mais aussi des réserves en eau. On ne peut pas continuer à finalement filer les profits, parce que ça a été quand même tout ça construit par de l'argent public, aux petits copains dans le privé pour qu'ils puissent s'engraisser. On pourrait prendre malheureusement... Mais une entreprise privée, est-ce qu'elle ne peut pas participer de l'intérêt général? Je pense que pour l'intérêt général... Mais je pense qu'à un moment donné, il faut être très clair. Quand on veut construire effectivement une Europe justement juste de la coopération, il y a des choses qui doivent échapper aux services marchands. Et les services publics en font partie. Les services d'intérêt économique généraux, il y a des services publics à la sauce européenne. Aujourd'hui, vous avez des systèmes qui visent en fait à aller de plus en plus vers la privatisation. Et on sait que la privatisation, c'est pour faire du profit. C'est pas méchant ce que je dis, c'est pas cynique, c'est la réalité. Voilà, c'est un fait. Et je voudrais finir juste sur une chose. Et la France pourrait faire autrement. Et M. Macron pourrait faire autrement aujourd'hui. Il pourrait faire comme la Slovénie et mettre à part effectivement les services publics, considérer qu'ils ont un intérêt général majeur et pouvoir constitutionnaliser ça et les protéger de cette manière-là. Donc l'Europe aussi, par contre, effectivement, a bon dos. Nos gouvernements mènent des politiques libérales. Je pense qu'il faut arrêter d'être irresponsable. Jusqu'à maintenant, on a toujours ces sujets sous le tapis. Aujourd'hui, on a un gouvernement responsable qui met les sujets sur la table. Parce qu'il faut quand même rappeler que... tous les gouvernements auraient eu la même attitude, puisque c'est une question de calendrier pour les SNCF. Non, c'est pas qu'une question... Si la directive européenne prévoit un calendrier 2019, ça aurait été n'importe qui d'élu à la place d'Emmanuel Macron et aurait le dossier sur la table. Prenons la question des barrages... qui se sera opposé. Prenons la question des barrages hydroélectriques. Depuis 2012, il y en a certains qui sont arrivés à terme de la concession. Ça fait depuis 2012 qu'on est dans un flou où les concessionnaires continuent à l'exploiter sans être vraiment dans une règle. Non, si, moi, c'est ce que j'appelle d'avoir mis ça sous le tapis. À aucun moment, les gouvernements, qui soient de droite ou de gauche, sont saisis de la question. Là, aujourd'hui, on a un gouvernement responsable qui met le sujet sur la table, qui est prêt à travailler en concertation. Vous parlez de la SNCF, qui est prêt à travailler avec la SNCF pour qu'elle ait tous les atouts pour pouvoir répondre demain aux appels d'offres. L'Europe n'oblige pas à modifier des statuts. Il faut des cheminots. Des cheminots. Oui. Ça, l'Europe ne fait pas ça. Mais sur l'ouverture à la concurrence, on le voit le modèle allemand, par exemple. Il y a eu l'ouverture à la concurrence qui s'est faite et c'est 98% des trains sont gérés par la compagnie nationale. Donc il y a aussi, effectivement, c'est aussi de la responsabilité des États, parfois de prendre les choses en main. Mais la région gère déjà une grande partie, vous savez, des réseaux et entre autres le TER. On ne peut pas contractualiser avec le privé. Mais quand ça sera possible à partir de 2019, est-ce que la région acceptera de mettre des trains privés sur les voies de chemin de fer d'Occitanie? Je pense qu'il faudra l'éviter. J'espère que non. Il faudra l'éviter. Bien évidemment, on fera ce qu'il faut pour l'éviter. Mais à quel titre? Au nom de la défense des services publics, Madame Perry, vous avez d'une candeur extraordinaire. Mais regardez ce qui s'est passé en Angleterre avec la privatisation du rail. C'est une catastrophe. Où est-ce que vont aller? Prenons un exemple français. Regardez Air France qui a été privatisée. Sur les lignes les plus rentables. On le sait très bien. Bien sûr, et on ne desservira pas les lignes dont on a besoin quand même pour l'aménagement du territoire. Alors les lignes au niveau de l'aménagement du territoire, évidemment qu'elles seront préservées. C'est aussi de la compétence de la région pour les petites lignes. Donc la région fera ce qu'elle a à faire là-dessus et je pense que c'est nécessaire. Mais sur la privatisation, arrêtons d'avoir peur de ça. Regardez Air France qui a été privatisée, ça n'a pas enlevé de l'insécurité. Est-ce que vous souhaiteriez une privatisation à la SNCF? Mais c'est pas la question de la privatisation de la SNCF. Là, aujourd'hui, la question n'est pas de la privatisation, c'est de l'ouverture à la concurrence. Comme des aéroports. Mais remettons les choses clairement là où elles sont. L'ouverture à la concurrence, ça ne met pas de la privatisation. On va écouter Quentin Lamotte sur ouverture à la concurrence, sur ce dossier. Moi, je suis d'accord avec mes collègues concernant le fait qu'effectivement, il ne faut pas ouvrir à la concurrence ni le rail, ni les barrages hydroélectriques. Après, là, ce que je trouve assez cocasse, c'est que l'ouverture à la concurrence des barrages hydroélectriques, c'était une loi qui a été votée à l'été 2015 sur la transition écologique. À l'époque, c'était Emmanuel Macron qui était ministre de l'économie. Et à l'époque, l'ensemble du groupe socialiste et écologiste a voté pour cette loi.
dont 2 de vos confrères, M. Assaf et M. Cresta, qui sont aujourd'hui vos collègues dans la majorité socialiste, qui ont voté pour cette loi, justement, qui libéralisait et qui ouvrait à la concurrence les barrages hydroélectriques. Donc aujourd'hui, on a des élus de la Commission qui viennent nous dire... Vous avez raison, effectivement, les barrages hydroélectriques auraient pu être sortis de la concurrence et ça n'a pas été une catastrophe, mais sauf qu'à Sarkozy qui a qu'à l'époque, ils ont tous voté pour. Ce qui n'excuse pas effectivement que nos collègues aient voté ça. Il y a 15 jours, on était au salon de l'agriculture, on parlait justement de la PAC, etc., de la carte des zones défavorisées, avec une députée du Lot, Huguette Tiegna, La République En Marche, et elle nous disait finalement que l'Europe devait peut-être plus s'appuyer sur les territoires et sur ses élus de territoire pour effectuer ces analyses ou ces recommandations. Est-ce que c'est aussi votre avis, Guillaume ? Oui, bien sûr, mais déjà, c'est déjà ce qui se fait. Comme c'était dans le reportage, 3 milliards d'euros sont gérés aujourd'hui au niveau de la région. C'est les politiques Vous faites le job. Parce que le problème, c'est que nos élus locaux ne savent pas récupérer les subventions européennes, manquer de savoir-faire et de présence à Bruxelles. Là, je peux vous dire qu'on fait le job et qu'on le fait très bien. Et cet argent permet effectivement d'innover, de former, y compris de la réinsertion de jeunes, on le finance en partie avec de l'argent européen. Ça, c'est pour les aides, mais pour les orientations, entre guillemets, est-ce que vous avez moyen de peser, entre guillemets, sur une décision que l'Europe peut prendre ou pas ? C'est ce qu'on fait au niveau, par exemple, de l'association Occitanie Europe qu'on vient de voir dans le reportage, qui réunit l'ensemble des acteurs quand même de notre grande région, acteurs économiques, universitaires, chambres des métiers, etc., qui permet effectivement d'aller porter la voix de l'Occitanie en Europe. Guillaume, ça résume pas le poids qu'on peut avoir sur les orientations politiques. Je pense qu'on doit dire ce que fait l'Europe sur nos territoires. Il faut le dire, il faut plus le dire, mais on doit aussi inscrire l'Occitanie au niveau européen. Et c'est ce qu'on fait à Bruxelles. Aujourd'hui, d'ailleurs, se poser la question, c'est déjà y répondre en partie. Ça veut dire qu'effectivement, l'Europe, de toute façon, ne s'appuie pas sur la réalité, les besoins. Moi, je qualifie les choses en termes de besoins. On doit répondre à des besoins sociaux, écologiques, démocratiques, qui ne sont pas aujourd'hui respectés. Et même si, effectivement, dans le reportage, on voit qu'il y a des fonds européens qui aident, effectivement, à développer un certain nombre d'infrastructures, tant mieux, mais c'est largement insuffisant. On le voit avec l'agriculture. On ne répond pas aux véritables besoins aujourd'hui et des paysans et de l'agriculture de demain. Et effectivement, on a un problème qui est quand même... Moi, je suis une salariée, je suis en lien, me semble-t-il, avec le terrain, la réalité, mais pour autant, les orientations aujourd'hui qui sont données en Europe, ce ne sont pas celles du Parlement européen, ce sont celles de la Commission européenne, qui est très libérale, qui n'est élue par personne. Ça va peut-être se jouer plus. Il y a une place à prendre, Emmanuel Macron veut la prendre, cette place. Européen plus démocratique. Est-ce qu'il peut influer ou il peut justement écouter ce message qui vient aussi des régions et dire, voilà, l'Europe, on va peut-être la gérer différemment ? Mais je pense que il ne faut pas être eurobéat, il y a des choses à améliorer au niveau européen. Vous parlez des agriculteurs, il est évident qu'il faut aller un peu plus loin. Il faut même peut-être clarifier les compétences qui appartiennent à la région et à l'État, mais la région fait déjà énormément et l'Europe est utile à la région. Pour ce qui est par exemple des agriculteurs, il faut peut-être proposer un revenu minimum de base, leur garantir ce revenu-là. Il faut peut-être aussi avoir une vraie gestion de crise. Ils veulent pouvoir vivre de leur travail. Donc, et donc avoir des prix justes, des prix rémunérateurs. Ils ne peuvent pas vivre de leur travail. Quand on fait du libre-échange, qu'on signe le CETA, qu'on signe les traités du Mercosur, qu'on signe les traités avec la Nouvelle-Zélande, on va tuer tout simplement l'agriculture. Et après, on leur dit, effectivement, on va vous aider, mais en fait, on les aide avec leur propre argent. C'est-à-dire que nous, on donne tous les ans 22 milliards d'euros à l'Union européenne, elle nous en rend 14. PAC comprise. Donc ça veut dire qu'on perd 8 milliards d'euros par an. Mais tout simplement, on dit que l'on aide, l'Union européenne n'aide personne, elle aide les gens de leur propre argent. Je pense qu'il faut arrêter d'avoir ces discours populistes. On a besoin d'accords de libre-échange. On a besoin d'accords de libre-échange. Aujourd'hui, le Mercosur, qui est en voie de négociation, on a de la viande. Parlons du bœuf. La question du bœuf, par exemple. On a 200 000 tonnes de viande qui viennent dans notre pays. Pour autant, il faut pouvoir contrôler à l'arrivée. On a 200 000 tonnes de viande qui viennent dans notre pays, sans pour autant que cet accord ait été encore conclu, qu'il faut pouvoir contrôler, il faut vérifier. Et ça, c'est un accord qui peut nous protéger aussi. Je pense qu'il faut à un moment regarder l'Europe comme une force qui va nous être utile et qui peut nous aider. On a besoin de ça dans la société. Si on avait de vraies règles du commerce international, si on avait de vraies règles de commerce international équitables, justes, on n'aurait pas besoin d'accords bilatéraux comme cela. L'OMC nous oblige, par exemple, à importer des produits agricoles
Donc là, on est au niveau au-dessus, là. On est à l'OMC, on n'est plus à l'Europe. Oui, mais l'Europe peut peser, et je vous rappelle que c'est le premier importateur et le premier exploitateur. Donc l'Europe peut peser, avec une autre politique de la PAC en faveur des paysans, du maintien des agriculteurs et des paysans sur les territoires. Au niveau du comité de région en disant ça, qu'il fallait effectivement développer une agriculture respectueuse de l'environnement. Et juste pour répondre à votre question, l'Europe peut peser, et Emmanuel Macron porte cette voie-là afin que la France soit protégée. On va la suivre, la marche d'En Marche, c'est le cas de dire, marche européenne. On arrive à la conclusion. Défend une Europe qui est uniquement sur les nations. Et moi, je suis un peu inquiet parce que justement, c'est des régions que doivent partir, que doit partir la reconstruction européenne. Moi, j'en suis convaincu. Et aujourd'hui, dans les décisions qui sont prises au niveau du gouvernement, on recentralise. On le voit sur la formation, on le voit sur autre chose. Et les régions, du coup, c'est une vision fédéraliste. C'est une vision fédéraliste et je l'assume. Et moi, je suis inquiet par rapport à ça. Macron est apparu comme l'Européen, mais j'ai peur qu'il défende plus l'Europe des nations, donc l'Europe des égoïstes. Mais surtout l'Europe libérale. Oui, ça c'est sûr. Non, aujourd'hui, la région a toute sa place là. C'est elle qui distribue les fonds structurels de l'Europe. Et je pense qu'à aucun moment, cette question est remise en question. Qu'aujourd'hui, l'Europe, elle permet de cette flexibilité, la région permet cette flexibilité, cette proximité et cette réactivité quand on en a besoin. Et je pense qu'à aucun moment, on remet cette question-là en jeu. Quoi qu'il en soit, on va voter de toute façon pour les européennes dans un an, Laurent, et ça va peut-être nous donner quelques indicateurs. Oui, on va voir ce que ça donne. Déjà, au niveau des forces en présence, le pari européen d'Emmanuel Macron va-t-il se traduire dans les urnes? C'est le premier grand test électoral. Est-ce qu'effectivement, la gauche, la France insoumise, va aussi pouvoir marquer des points, le Front National? Il y a des candidats autour de la table, non? Il n'y en a pas qui sont intéressés par le scrutin européen? Guillaume Cross, non? Je ne suis pas pour le cumul des mandats. Très bien. Bon, écoutez, on verra. Alors, on invitera les candidats. C'était un silence qui pouvait être éloquent, d'une certaine manière. Merci à vous, en tout cas, d'avoir accepté de débattre avec nous. Merci à vous, Laurent, pour votre expertise. L'actualité politique continue sur notre blog, évidemment. Vous connaissez l'adresse. Et puis, la semaine prochaine, on débat de la contestation sociale qui s'installe dans notre région. Comme partout en France, retraités, cheminots, fonctionnaires comme salariés du privé, le printemps s'annonce très chaud. Mais est-ce le prix à payer pour réformer? On en débat la semaine prochaine. D'ici là, merci de nous rester fidèles et bonne fin de week-end à vous sur France 3 Midi Pyrénées.